messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Atelier de sensibilisation et d'information sur les droits de l'enfant dans la région à Sédhiou. Aux nouvelles mondiales, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Les détails dans cette édition de 22 heures. Bonsoir encore, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. La République de Djibouti se félicite de l'adoption de la résolution 2728-2024 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, exigeant un cessez-le-feu immédiat pour le reste du Ramadan dans la bande de Gaza. Ce cessez-le-feu revêt une importance capitale pour mettre fin aux souffrances des populations civiles palestiniennes et garantir un accès humanitaire crucial pour répondre à leurs besoins médicaux humanitaires les plus élémentaires. Le gouvernement de Djibouti exhorte Israël à respecter scrupuleusement les dispositions de cette résolution et à coopérer pleinement pour assurer une mise en œuvre effective. Djibouti réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région. Nous continuerons à soutenir tous les efforts visant à mettre fin à l'occupation illégale des terres palestiniennes et à la création d'un État palestinien viable. C'est dans le cadre de l'examen des comptes financiers des institutions affiliées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notamment l'Université de Djibouti, l'Institut supérieur des sciences, de la santé et le Centre d'études et des recherches de Djibouti, que la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a continué ses travaux ce mardi 26 mars 2024. Sous la présidence de l'honorable Charmark Moussa Areh, la réunion s'est tenue en présence du Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a débouché sur la transmission avec avis favorable des comptes financiers sous-mentionnés pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Je vous le disais dans les titres, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce lundi une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pour le mois du Ramadan, devant mener un cessez-le-feu durable et permanent. Lors du vote, 14 pays se sont exprimés en faveur de la résolution présentée par 10 membres élus du Conseil de sécurité, mais les États-Unis se sont abstenus de voter. La résolution appelle à un cessez-le-feu immédiat pour le mois de Ramadan, respecté par toutes les parties, devant mener à un cessez-le-feu durable. Israël mène une offensive militaire meurtrière contre le territoire palestinien depuis l'attaque transfrontalière du groupe palestinien Hamas, qui aurait coûté la vie à quelques 1200 Israéliens. Depuis le 7 octobre, au moins plus de 32 000 Palestiniens ont été tués et plus de 74 000 blessés dans un contexte d'énorme destruction et de pénurie de produits de première nécessité. La guerre israélienne, qui en est maintenant à son 171e jour, a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Gaza en raison des graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites selon l'ONU. Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza. Aux nouvelles nationales, une délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur, celui de Santé ainsi que le ministre de l'Énergie, accompagné par des parlementaires de la région d'Arta, se sont rendus ce matin à Karta, une localité située à 70 km d'Arta, pour constater de près la situation après les averses brutales d'hier qui ont causé d'énormes dégâts matériels et humains. Arrivée sur le lieu, la délégation ministérielle était accueillie par les autorités locales qui, par la suite, les ont dirigés vers Karta. Les habitants du village, les jeunes, les moins jeunes, les vieillards ainsi que des femmes du village attendaient impatiemment l'arrivée des autorités régionales et la délégation ministérielle pour parler de leur situation, certes, mais aussi montrer combien leur situation après les inondations d'hier sont déplorables. La délégation a été sidérée de constater la situation déplorable de la population, ô combien désespérés ils ont pu visiter la famille du défunt et deux autres personnes qui sont portées disparues. Le ministre de la Santé a, de sa part, déployé l'équipe médicale pour venir secourir les sinistrés touchés par ces intempéries. La délégation ministérielle a profité de l'occasion pour passer les messages de condoléances du président de la République à l'endroit de la famille endeuillée. Il convient de noter que l'arrivée de la délégation fut comme un lueur d'espoir pour les habitants de Karta qui cherchent en vain les dépouilles du père et sa fille depuis hier, suite à laquelle la délégation a rejoint les vieillards et femmes sous une tente pour présenter ses condoléances et lire la Fatiha pour les personnes disparues.
La première pour les habitants de cette contrée qui sont amenés de vivre une catastrophe pareille. Toutes les maisons emportées, ils ont perdu leurs biens matériels, des matelas, des denrées alimentaires, ainsi qu'une vingtaine de chèvres retrouvées morts et un nombre indéfini restent toutefois disparus. Les autorités régionales et au premier lieu le préfet, M. Hassan Dabeli, le président du conseil régional, Emi Bouhgoud Adé, ont à tour de rôle jugé l'incident d'hier comme étant l'un des imprévus de la vie qui dépasse tous. Pour ce qui est des sinistrés, comme la situation l'exige, le président du conseil régional a fait entendre, et le préfet également, ont fait entendre leurs mots pour les exhorter à plus de vigilance. Et en ce sens, les a invités à plus de prudence, car le ciel n'est pas encore dégagé, la situation est loin d'être calme, ont-ils poursuivi. Enfin, ils ont souhaité en ce mois béni du Ramadan force et patience à la famille des défunts qui traversent des moments d'épreuves intenses. À Djibouti-Ville, la sous-préfecture du 2e arrondissement a organisé ce matin une réunion de travail avec les élus locaux de la circonscription du 2e arrondissement de la commune de Boulaous. Une réunion s'est déroulée dans la salle de réunion du 2e arrondissement sous la direction conjointe du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, et du nouveau sous-préfet de Boulaous, M. Abdi Nour Youssouf. La réunion s'inscrit dans le cadre renforcé de la réduction des déchets, un moyen efficace de préservation de l'environnement. C'est dans un élan de dynamisme et de volonté que le sous-préfet a appuyé le choix du maire, à qui il a exprimé le soutien de l'administration préfectorale, tout en insistant sur la nécessité d'une collaboration efficace entre la mairie de la ville et la sous-préfecture du 2e arrondissement. Au cours de cette réunion, les élus locaux ont souligné l'importance de sensibiliser la population aux défis des opérations entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du déchet en eau usée, mais aussi de promouvoir des comportements des responsables en matière de la gestion des déchets en eau usée. Abdul Shahid Nour, nouvellement affecté à cette fonction, est le maire de la ville de Djibouti. Le but recherché de cette réunion est de pouvoir travailler tranquillement avec la sous-préfecture. Depuis 2006, à l'installation de la municipalité, c'est la première fois qu'une telle réunion a eu lieu. Nous remercions le sous-préfet, le maire de la ville de Djibouti. Le sous-préfet de la commune de Boulaous, M. Abdul Shahid Nour Youssouf, a souligné que depuis sa nomination à la sous-préfecture du 2e arrondissement, il a rencontré d'abord les ulamas de la mosquée, les coutumiers et les jeunes de la circonscription de la 2e arrondissement. Le préfet a exprimé également son engagement à collaborer étroitement avec la mairie pour assurer la meilleure collaboration efficace entre la sous-préfecture du 2e arrondissement et la mairie de la ville de Djibouti. Cette initiative centrée sur les enjeux environnementaux et sociaux rassemble une diversité d'acteurs, des élus locaux, dans le but de faire de la réduction des déchets un moyen efficace de préservation de l'environnement, a-t-il déclaré. La pluie diluvienne d'hier et de ce matin a rafraîchi la ville de Djibouti. Les crues des Oued sont remplies et les chaussées sont occupées. Les habitants s'est réjouis de la situation du climat qui s'est rafraîchi après les pluies. Le sous-préfet de la 3e arrondissement, M. Haïb Khaled Gadid, a constaté des visu l'évolution de la situation et l'état actuel du pont qui sépare Djibouti de Balbala. De son côté, le sous-préfet du 3e arrondissement, M. Haïbé, a exprimé sa satisfaction face aux pluies diluviennes et a rassuré la population qu'aucun incident matériel ou humain n'est à déplorer. C'est dans le cadre de la protection de l'enfance que le ministère de la Femme et de la Famille, à travers la direction de la famille, a organisé des séances, des sensibilisations et d'informations du 20 mars au 15 avril 2024 au sein des établissements scolaires publics de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur, en collaboration avec l'UNICEF, le MENFOP, l'UNFD et l'ANCI. Le lundi 25 mars 2024, une délégation composée de plusieurs institutions concernées s'est rendue dans la région Assajouk, où il y a eu une réunion avec les représentants de la communauté dans les locaux du conseil régional d'Ali Sébilé, en présence du président du conseil régional, M. Chamar Kassa Alale, et l'adjoint du préfet, Mme Saïda.
La délégation a ensuite poursuivi ses activités au collège d'Ali Sabi, où les séances de sensibilisation ont été respectivement animées par la directrice de la famille, Mme Fouzia Ali, la coordinatrice de la cellule de coups de l'UNFD, Mme Sahar, Mme Lula Ali Elab, directrice de l'enseignement public du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mme Nasra Mohamed, chef des services de la petite enfance au MFF, et de Mme Saïd Ahmed Abdallah, substitut du procureur de la République, ainsi que Mme Khadra Abdou, chef de service de relations extérieures de coordination de la cybersécurité. Au cours de cette sensibilisation, les responsables ont détaillé les différents types de violences faites aux enfants et les dangers de l'Internet qui facilitent le combat aux mal intentionnés avec leurs victimes. Rappelons toutefois que ces derniers temps, de nombreuses jeunes filles subissent des harcèlements à travers les réseaux qui vont même jusqu'au viol. Les droits fondamentaux de l'enfant ont aussi été rappelés lors de ces séances. L'objectif principal, la sensibilisation était certes d'informer les groupes ciblés des violences faites aux enfants, mais aussi le rôle joué par la plateforme à travers les départements ministériels et l'UNFD pour les combattre. L'interactivité était au rendez-vous et les élèves ont massivement participé en posant des questions pertinentes sur comment est-ce qu'ils pourraient se protéger ou contrer les violences faites aux enfants. Grand format de ce journal à présent, le Ramadan représente avant tout pour les musulmans un effort spirituel que l'on exerce sur soi-même, une période d'abstraction de toutes nos passions où l'individu est convié à se dépasser dans sa quête incessante du salut de Dieu. Le mois de Ramadan ne peut être en ce sens réduit à une simple pratique superficielle du jeûne. Nous allons donc dans ce mag mettre un projecteur sur le sens profond du jeûne en ce mois béni du Ramadan, où les jeûneurs sont conviés à des actes intrinsèquement intérieurs. Les ramadans, de par son intensité et sa longueur, se différencient de toute autre pratique religieuse, à l'instar des mouvements de la prière ou des actes rituels du pèlerinage. Les jeûnes ne se manifestent pas par une action extérieure. Jeûner est un acte qui implique l'effort intérieur et en ce sens incite à l'humilité et à la sincérité. Selon une célèbre formule prophétique, le jeûne appartient non au jeûneur mais à Dieu lui-même. Toute bonne œuvre est une expiation. Le jeûne m'appartient et c'est moi, Dieu, qui les récompense, dit le Très-Haut dans une verset coranique. Le jeûne est donc l'un des instruments de la foi puisqu'il permet aux croyants de s'élever spirituellement en se détachant de ses passions pour mieux se réorienter vers les créateurs, lesquelles passions sont assimilées aux veaux d'or ou autres idoles, constituant ainsi un obstacle au salut de l'homme. Le Coran est explicite en la matière. A-t-il celui qui a pris ses passions pour divinité? Jeûner implique donc le contrôle des pulsions négatives, l'encadrement de l'ego pour l'inviter à renouer avec les Très-Hauts et atteindre cette quiétude intérieure qui trouve sa consécration à travers l'invocation divine ou zikr, conformément à l'invitation coranique. Le jeûne permet de réprimer la convoitise de la chair et de la bonne chair. L'une des finalités du jeûne consiste à prémunir les croyants du péché. Il permet en ce sens de réprimer la convoitise de la chair ou de la bonne chair. Ainsi, l'ensemble du corps est convié au jeûne et chaque organe, la langue, les yeux, les oreilles, a une abstinence qui les caractérise. Ce n'est pas seulement jeûner avec son estomac, mais avec tout son corps et surtout avec son cœur. N'est-ce pas avec les souvenirs de Dieu que les cœurs s'apaisent? Sourate 13, verset 28. Les ramadans représentent un mois d'effort pour retrouver l'essence de l'effort, véritable acte d'adoration et de méditation pieuse. Les ramadans est un mois de solidarité et de partage pour Dieu et avec les hommes. L'observance des conditions extérieures d'hygiène, bien que nécessaire, est loin d'être suffisante pour en faire un acte ayant une véritable portée spirituelle. Jeûner, ce n'est pas seulement jeûner avec son estomac, mais avec tout son corps et surtout avec son cœur. De nombreuses références de la Sunna, tradition prophétique, viennent confirmer cette vérité inhérente à la sagesse divine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le dimanche dernier, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, elle était lancée la deuxième phase des activités du tournoi de Ramadan avec les associations
en présence de Mme Medina Salah Ali, conseillère technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que la directrice de l'insertion sociale et d'autres hauts cadres ministériels présents lors des remises des kits et déroulement des matchs. Étaient présents également les élus locaux, les présidents des associations pour le développement de Razdika et Afleta. Les tournois du Ramadan organisés par ces associations au terrain synthétique du Casino et au terrain du Calelan sont des événements sportifs annuels qui visent à promouvoir l'esprit de solidarité, de fraternité et de fair play entre les jeunes des différentes communautés. C'est dans le cadre de ces activités, en l'honneur du mois béni de Ramadan, que le ministère de la Jeunesse et de la Culture s'est engagé à soutenir les associations avec une remise de kits sportifs à tous les CDC et associations le 13 mars dernier, en vue de renforcer les capacités sportives des jeunes et promouvoir ainsi leur adhésion autour des valeurs républicaines et citoyennes dans un cadre de solidarité et de partage. Les jeunes et moins jeunes de la communauté de Razdika ont exprimé leur gratitude envers l'UMJC, qui se montrent, ont-ils précisé, toujours soucieuses de rapprocher les jeunes et promouvoir parmi eux les liens d'amitié en vue de la cohésion et de la solidarité. Dans ces rencontres, des tournois, des associations, le public venu nombreux à assister des matchs passionnants où les jeunes ont montré des performances et des talents footballistiques. Pendant le mois béni du Ramadan, la quantité des déchets ménagers augmente par rapport aux autres mois de l'année. C'est pourquoi l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement, dirigée par Medina Salah, a organisé une action communautaire de ramassage des déchets ménagers dans la région de Tadjoura, le chef-lieu, la ville blanche. Cette initiative vise à contribuer à la pauvreté de la ville et à sensibiliser à la protection de l'environnement, en assurant également la préservation de la propriété dans différents quartiers. Le préfet Mohamed Abbas de Tadjoura a exprimé ses félicitations à l'association pour son engagement et encourage l'association à poursuivre cette bonne initiative. Le Croissant Rouge de Djibouti, en collaboration avec la société sœur du Croissant Rouge du Qatar, a distribué un don alimentaire pour 85 familles les plus démunies de la commune de Balbala. Était présent à cette cérémonie de distribution de dons alimentaires la secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti, Mme Amena, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, M. Mohamed Ali, et des bénévoles du Croissant Rouge de Djibouti. Ces dons alimentaires, bien un point nommé pour permettre à cette population aux ressources limitées de disposer des denrées alimentaires suffisantes pour accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le jeûne du mois de Ramadan dans des conditions optimales. Pour sa part, la secrétaire générale, Mme Amena, a bien souligné que le Croissant Rouge de Djibouti est toujours à côté de la population et qu'elle donnera aux personnes issues des familles démunies de la commune de Balbala et la commune de Boulaous. Toujours le Croissant Rouge de Djibouti a procédé à la distribution des denrées alimentaires à 205 familles particulièrement vulnérables de la région de Dikil, dans la localité de Chekheti 2, située dans la région de l'Unité. Cette assistance alimentaire, bien un point nommé pour permettre à cette population particulièrement touchée par la sécheresse d'accomplir le jeûne du mois du Ramadan dans des conditions optimales. Dans l'ensemble, le Croissant Rouge de Djibouti aura assisté 335 ménages démunis dans la commune de Balbala, la région d'Edikil et la région d'Ali Sabié. Cette année, cette campagne de distribution a été rendue possible par les contributions financières du Croissant Rouge qatari et le Croissant Rouge koweïtien, mais aussi la Banque Salam. On écoute les impressions du cadre du Croissant Rouge de Djibouti. Voici ses propos. Le Croissant Rouge de Djibouti a organisé une distribution de vivres pour les déplacés installés à Chekheti, y compris la population. Entre 125 ménages ont été assistés, et plus soit 750 personnes ont été bénéficier de cette vivre. C'était une doléance venue des autorités locales de la région de Dikil qui ont adressé un courrier officiel au Croissant Rouge de Djibouti. C'est pour répondre à ce besoin et soit 750 personnes ont bénéficié de cette distribution. La valeur estimée d'un ménage, le denrées alimentaire qu'ils ont reçu a une valeur de 20 000 francs. 20 000 francs Djibouti par ménage, composé de riz, d'huile, farine, sucre, dattes, petits bois et de tonnes.
Nous remercions également ceux qui ont travaillé d'arrache-pied de loin et de près. Nous remercions également les autorités locales de cette région. Également, nous remercions les OCAL de cette localité. Nous sommes vers la fin de ce journal. Aux nouvelles mondiales à présent, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est donné vainqueur de la présidentielle déroulée dimanche. À 44 ans, l'opposant et dauphin d'Ousmane Sonko sera le 5e président du pays. 2 semaines avant ce scrutin, il sortait de prison. Avant même les résultats officiels de vote du dimanche, l'ancien Premier ministre, autre favori, soutenu par le président sortant Macky Sall, a concédé la défaite sur la base des résultats préliminaires. Faye, qui était soutenu par le chef de l'opposition populaire Ousmane Sonko, a promis de protéger le Sénégal de la corruption et de l'ingérence des puissances étrangères. Les élections de dimanche ont fait suite à des mois de troubles provoqués par l'arrestation de Faye et Sonko l'année dernière et à la crainte que le président brigue un 3e mandat malgré la limitation constitutionnelle des mandats. Le nouveau président du Sénégal est un ancien inspecteur d'impôts et était peu connu jusqu'à ce que Sonko le nomme comme son héritier. Ses racines se trouvent dans une petite ville du centre du Sénégal. Il est musulman pratiquant et a 2 femmes. Le groupe d'observateurs de la société civile, connu sous le nom de SOSE, a déclaré que la participation électorale était de plus de 61%. Au Kenya, à présent, au moins 4 personnes ont été tuées lundi dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôtes dans la ville de Mandera, dans le nord-est du Kenya, selon des sources policières. Les autorités ont déclaré que parmi les morts se trouvaient 3 officiers et que plusieurs autres personnes avaient été blessées dans l'explosion. Selon les autorités de cette ville frontalière de la Somalie, un engin explosif artisanal avait été placé dans un hôtel et avait explosé alors qu'une foule de personnes s'asseyait pour prendre le petit déjeuner. 2 des blessés sont dans un état critique et ont été transportés par avion vers la capitale Nairobi. Les enquêteurs ont attribué l'attentat au groupe extrémiste Al-Shabaab basé en Afrique de l'Est. Ce groupe, qui n'a pas revendiqué l'explosion, avait déjà organisé des attentats majeurs au Kenya et en Somalie. L'explosion de ce lundi intervient après un attentat perpétré dimanche dans le comté côtier de Lamu au Kenya, au cours duquel 2 réservistes de la police ont été tués. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.